Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en cette période de l'année, à l'approche de Noël, des fêtes, il y a trois choses qui nous tombent dessus en dehors de l'Esprit Saint. Il y a aussi la grippe et une certaine forme de dépression ambiante pour certains. Pour certains, c'est la fête, pour d'autres, c'est un peu dépressif. Et donc on a ces deux aspects. D'une part, la grippe avec cette affection virale, et d'autre part, pour certains, mais pas tout le monde, et plus en cette période que d'habitude, il y a cette affection psychologique qu'on appelle la dépression, parmi d'autres. Et elle est souvent vécue comme un échec intime, une espèce de défaillance personnelle, presque une faute. On se dit, ouais, je ne devrais pas être comme ça, qu'est-ce qui m'arrive? Et cette pensée ajoute encore une couche de souffrance à la souffrance. Dans la voie du Bouddha et tout particulièrement dans le zen, cette manière de voir est déjà une erreur. Et je m'explique. Non pas parce que la dépression serait souhaitable ou agréable, mais parce qu'elle n'est jamais personnelle. Elle est une expérience parmi d'autres expériences. Et elle surgit dans le champ de la vie de la même façon que la joie, la fatigue ou la douleur physique. Et de la même façon que pour l'alcoolisme ou les autres addictions dont on a parlé récemment, nous n'avons aucune raison de nous l'approprier. Elle ne nous appartient pas. Et c'est le credo de Paul Ederman qui dit, en parlant de l'alcoolisme, il ne nous appartient pas. Et quand on le réalise, toutes les addictions liées à l'alcoolisme s'effondrent brutalement. Et curieusement d'ailleurs, parce qu'on pensait que c'était ancré. Par contre, lorsque la dépression n'est pas comprise, elle pèse, elle écrase, elle enferme. Elle devient solide, presque compacte. Lourde. Mais lorsque on commence à voir ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire non pas un ennemi à abattre, ni une identité à endosser, eh bien immédiatement, un espace se crée avec le recul. Et dans cet espace, la dépression ne disparaît pas, en tout cas pas forcément, mais elle cesse d'occuper tout notre champ, tout notre ciel. Elle l'occupe avec d'autres éléments, mais pas comme le seul élément. Bien souvent, la dépression survient lorsque ce qui a été éludé longtemps, évité longtemps, c'est-à-dire nos recoins sombres, nos peurs silencieuses, tout ce que nous avons refoulé, eh bien quand tout ça remonte à la surface. Nous avons pu le tenir à distance un certain temps par l'agitation,
par des rôles sociaux, par la réussite professionnelle, ou même par la spiritualité, ou comme on l'a vu hier, par les addictions. Mais au bout d'un certain temps, ça finit par être vu, ça finit par transparaître, cette gesticulation, cette façon d'éluder les choses, qui se manifeste par une angoisse diffuse, un nœud dans la poitrine, un épuisement parfois. Dans le langage symbolique, on parle de tomber en dépression. Mais en réalité, il n'y a nulle part où tomber. Il y a seulement une perte de repères. Les Tibétains, eux, parlent d'un dérèglement du vent, une perturbation de l'énergie vitale, du ki. Et cette image est intéressante, elle est précieuse parce qu'elle déplace immédiatement le regard. Ce qui est vécu n'est pas un défaut moral, personnel ou psychologique, mais un déséquilibre de flux, une turbulence dans le mouvement naturel de la vie. Et cette turbulence ne nous appartient pas. En termes zen, on dirait plus simplement quelque chose ne circule plus librement. Quelque chose est bloqué. Quelles que soient ces formes, la dépression reste une expérience. Rien de plus qu'une expérience. Et il faut la voir comme telle. Et c'est là que se trouve la clé essentielle. Dès que nous disons ma dépression, nous la solidifions. Nous en faisons un objet qui nous appartient, qui nous singularise, qui nous rend spécial et construit notre image, qui nous définit. Et nous tenons à cette image, c'est-à-dire à notre moi, plus qu'à toute autre chose. Mais l'expérience, elle, en réalité, n'appartient à personne. Elle apparaît, elle se transforme, elle disparaît. Comme une pensée, comme une sensation, comme un nuage dans le ciel. D'ailleurs, on ne dit pas, puisqu'on a parlé de la grippe et de la dépression, on ne dit pas j'ai attrapé ma grippe, on dit j'ai attrapé la grippe. Elle ne nous appartient pas. Elle ne pose pas de problème. Mais là, on ne dit pas j'ai attrapé la dépression, on dit j'ai attrapé ma dépression. Et c'est là où les problèmes surgissent. Parce qu'on veut se l'approprier. Et on se construit, notre moi se construit dessus. On pourrait parler de la même façon de la joie ou de toute autre expérience. Donc la pratique ne consiste pas à analyser cette expérience, ni à la juger, ni même à vouloir s'en débarrasser. Il faut insister sur ce point, on ne cherche pas à s'en débarrasser, on n'a pas à se débarrasser de quelque chose dont on n'est pas propriétaire. On n'a pas à se débarrasser de quelque chose dont on n'est pas propriétaire. Voilà, la pratique, ça consiste plutôt à être avec. Être avec, mais sans nourrir.
de la même façon qu'on est avec toutes les autres expériences. Il n'y en a pas une qui ait priorité ou qui soit plus importante sur un plan hiérarchique. Là, il s'agit d'être avec une circonstance, une expérience, en l'occurrence la dépression, sans fuir. Être avec sans s'identifier. Être avec les circonstances telles qu'elles se présentent, avec la pluie quand il pleut ou avec le vent quand il vente. Et on se détend avec ce qui arrive, sans vouloir le chasser ou sans vouloir se l'approprier. Et on agit de la même façon avec la dépression. Donc ça ne veut pas dire qu'on se complaît dans la souffrance, mais qu'on cesse de lutter contre ce qui est déjà là et qui ne nous appartient pas. Et inversement, la lutte physique, mentale ou émotionnelle ou médicale donne de la consistance à ce qui est au départ relativement simple, comme un mal de tête. Si on panique devant un mal de tête, s'il devient le centre de toutes nos préoccupations, de toutes nos pensées, alors il envahit toute la journée. Mais si on en prend simplement note, il reste ce qu'il est, pas plus. Une sensation parmi d'autres sensations. Et la dépression fonctionne de la même manière. Et c'est la réaction à la dépression qui l'épaissit, qui lui donne de la substance. Et on lui donne le premier rôle. On l'encadre. On la vénère. On lui fait des offrandes de médicaments antidépresseurs. Et elle finit par être convaincue qu'elle est importante. Plus importante que les autres expériences. On a parlé de Hishiryo la dernière fois, de cette pensée non discriminante, par opposition à la pensée habituelle qui, elle, est discriminante. Elle ne veut pas dire, Hishiryo ne veut pas dire absence de pensée, mais absence de commentaire. Et face à la dépression, le commentaire intérieur est incessant. On se dit, ça ne devrait pas être là. Ou alors, je suis faible. Ou alors, je vais rester comme ça toute ma vie. Etc. Ces pensées ne décrivent pas le réel. Elles ne décrivent pas la réalité. Elles fabriquent la réalité. Elles construisent une histoire autour d'une sensation. Des sensations, il y en a plein. Pour les uns, ce sera la dépression. Pour d'autres, je ne sais pas quoi, le surpoids, par exemple. Mais le principe reste le même. C'est-à-dire être quelqu'un, ce besoin invétéré d'être quelqu'un, quoi qu'il en coûte. Et on revient à ce qu'on avait au titre d'un Teisho précédent. Je bave, donc je suis. L'important, c'est je suis. Et pour être, on est prêt à en baver. On est prêt à tout. Même s'il le faut, on peut provoquer une bagarre ou une bagarre, oui, même au cours d'un repas de Noël. Krishnamurti disait que le problème n'est jamais
ce qui est vécu, mais l'image que l'on en fait. Tant que la dépression est regardée à travers le prisme de l'identification, de l'appropriation, à travers le prisme de la peur, elle semble insurmontable. Mais lorsqu'elle est vue directement, sans intermédiaire, elle perd son pouvoir, en tout cas une grande partie de son pouvoir. Et il est fondamental, par conséquent, de revenir sans cesse à cette compréhension que la souffrance n'est pas personnelle. La souffrance, comme on l'a vu hier, fait partie de la condition humaine. C'est dukkha. Tout le monde est dans cette condition humaine. Elle est partagée. Elle traverse tous les êtres, quelle que soit leur apparence. Et lorsque cette évidence de la première vérité est réellement vue, non pas intellectuellement, mais dans le corps et dans le cœur, le sentiment d'isolement se dissout. Et il n'y a pas que nous. La dépression aime la solitude psychologique. Cette idée d'être seul à vivre cela. Mais ce n'est pas la réalité. Cette idée est fausse. Le dépressif n'est pas seul, loin de là. Apporter de l'attention à la souffrance, eh bien, ce n'est pas la même chose que penser à la souffrance. L'attention est silencieuse, elle n'explique rien, elle ne juge pas, elle éclaire. Et avec toute sensation observée attentivement, eh bien, il y a une présence, une qualité de présence qui apparaît. Et cette présence n'est pas ajoutée, elle est déjà là, elle était déjà là. Elle est la nature même de l'esprit. Comme on l'avait dit, je crois, hier ou avant-hier, dans Zazen, on ne cherche pas à se sentir mieux. On ne cherche pas à aller quelque part. On s'assoit et tout ce qui est là, tout ce qui survient, est accueilli. La dépression peut être là, l'ennui peut être là, la lourdeur peut être là, on n'exclut rien, on accueille tout. Et c'est précisément cette non-exclusion qui ouvre un espace de liberté, un champ libre. Non pas une liberté contre l'expérience, mais une liberté dans l'expérience. L'expérience ne gêne plus, autrement dit. Et dans ce cas-là, la dépression peut devenir un enseignant exigeant, un maître, parce qu'elle révèle les mécanismes d'évitement dont on parlait au début. Elle révèle les attachements qu'on avait éludés. Elle montre à quel point nous avons cru en un centre solide, un moi capable de contrôler la vie. Mais lorsque ce centre, ou enfin en tout cas cette idée d'un centre vacille, alors tout le reste vacille. Si le socle sur lequel on a tout construit vacille, tout le reste, toute la construction vacille. Mais ce vacillement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas une catastrophe. C'est le contraire, c'est une révélation. Et c'est pour ça que le Bouddha est reconnu comme le grand médecin,
Dans le zen, il est dit que la grande maladie est aussi la grande médecine. Bouddha est le grand thérapeute, non parce que la souffrance serait bonne, mais parce qu'elle met fin aux illusions. Et les illusions, c'est la maladie ultime. Alors que là, avec la dépression, on est obligé de regarder là où on ne voulait pas regarder, justement. Et si ce regard est simple, sans jugement, eh bien quelque chose de plus vaste que la dépression se révèle. C'est-à-dire ce champ de présence qui n'est jamais atteint par ce qui apparaît dedans. Le ciel n'est jamais atteint par les nuages. Il ne faut pas prendre les nuages pour le ciel. C'est juste une couche qui va et qui vient en fonction de la météo. Les nuages ne sont pas intéressants quand on le reconnaît, quand on reconnaît que ce n'est pas le ciel. C'est juste des nuages dans le ciel. Ainsi, la dépression n'est ni à combattre, ni à glorifier. On s'en moque. Les nuages ne sont ni à glorifier, ni à combattre, de la même façon. Et qui serait assez fou pour aller combattre les nuages? La dépression n'est pas plus importante. Elle est à rencontrer entièrement, simplement, comme elle est, sans histoire. Et dans cette rencontre que pour une fois on accepte, eh bien paradoxalement se trouve une douceur, une tendresse inattendue, celle de ne plus être en guerre. Et c'est là que se trouve, en définitive, la véritable guérison dans la voie du zen. Non pas supprimer les nuages, mais découvrir qu'ils apparaissent dans un ciel qui, lui, ne s'assombrit jamais, qui reste toujours bleu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes, les orages sur terre, lui, le ciel est toujours bleu.